Aujourd'hui, on estime en France que l'apport quotidien en aliments ultra transformés représente environ 30% de ce qu'on ingère tous les jours. 30%, ça fait beaucoup, et le souci c'est que bien entendu, bien souvent, on s'en rend pas compte. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver avec le docteur Pascal Goncalves, alias Dr Food. Bonjour Doc. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Médecin, conférencier, chroniqueur, engagé de longue date dans la prévention santé, il faut sortir du tout curatif. Ça c'est bien résumé, ça c'est beau. C'est pas vrai, c'est pas de moi, attendez. Et ouais, Copyright. C'est ce que je veux absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on pense au médecin. Quand on est malade, on va voir le médecin. Quand on est en mauvaise santé, moi je voudrais qu'on inverse un peu les rôles, qu'on vienne nous voir quand on est en bonne santé pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Ça s'appelle la prévention. Ou la médecine chinoise. Ouais, ça rejoint aussi effectivement. C'est de la médecine chinoise. Ouais, mais je n'ai pas de racine chinoise, portugaise uniquement. Ce qui est bien déjà aussi. Ce qui est très bien. Je salue tous les Portugais. Voilà, qui nous écoutent et qui sont très nombreux sur Beurre FM. Non mais, vous dites ça, mais finalement aujourd'hui, trouver un médecin en consultation, c'est déjà tellement compliqué. Comment voulez-vous aller voir un médecin pour faire de la prévention ? Oui, mais parce qu'en fait, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle de la prévention primaire. Il faut distinguer la prévention primaire et la prévention secondaire. C'est quoi la différence ? La prévention primaire, c'est je veux vous éviter de faire un infarctus ou d'avoir un diabète ou d'avoir un AVC par exemple. La prévention secondaire, c'est vous venez de faire votre infarctus et je veux vous éviter d'en faire un deuxième. Ou vous venez de faire votre AVC, je veux vous éviter d'en faire un deuxième. On arrive un peu trop tard. Quand on parle de prévention, nous en France, malheureusement, c'est trop souvent une fois qu'il s'est passé un accident. Donc on n'est pas assez sensibilisé à la prévention primaire parce que pourquoi en même temps on se dit l'infarctus c'est pas moi que ça va toucher, c'est le voisin, moi il m'arrivera jamais rien jusqu'au jour où il se passe quelque chose. Et la prévention primaire c'est assez simple, il y a deux piliers essentiels pour rester en bonne santé, l'activité physique et l'alimentation. Et ça en fait on doit l'apprendre où ? Pas dans un cabinet de médecine générale, pas dans un cabinet médical, on doit l'apprendre à l'école. C'est à l'école que ça doit se passer. Et ça fait partie de l'éducation. Exactement. Vous avez dirigé la rédaction de Le Bon Choix au supermarché chez Thierry Soucard, le best-seller qui change vos courses. C'est sa 6e édition, 800 produits passés à la loupe. Vous en parliez il y a un instant, le premier facteur de risque de perte d'années de vie en bonne santé, c'est... une mauvaise alimentation, exactement. J'en profite pour vous dire tout de suite que ce livre, je l'ai bien sûr pas écrit tout seul, vous doutez bien, 800 produits à analyser. 4 diététiciens étaient avec moi et 3 journalistes scientifiques de lanutrition.fr. Et tous ensemble, on a décrypté plus de 800 produits, 75 catégories de produits différents. Et pour chacun de ces produits, on en a sélectionné 10 qui vont être 5 à privilégier, 5 plutôt à éviter et un top et un flop dans chaque catégorie de produits. Bon, j'ai regardé, en fonction des catégories, je connais pas toutes les marques quand même. Hein. Non. On a essayé de faire large. Hein. Non, je dis, je sais pas où c'est qu'ils ont allé chercher cette marque de moutarde là, que je n'utilise jamais. Non, mais... après, si elle était dans les flops, tant mieux. Non, si elle était dans les flops, il y avait toutes celles que je connaissais. Maille, Amora, bref. Ouais. Et puis dans les tops, il y avait que des moutardes, jamais entendu parler. Oui, c'est bien le problème, c'est qu'il n'y a pas le même marketing, il n'y a pas la même influence, et puis on est trop souvent dirigé vers ces marques bien connues. Et le problème, c'est qu'on peut pas, ce qu'on met aussi en évidence dans le livre, on peut pas se dire, c'est bon, telle marque, je peux lui faire 100% confiance, je peux y aller les yeux fermés. Non, au sein d'une même marque, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir de l'excellent et du beaucoup moins bon. Ça c'est terrible. Ouais. Et en fait, vous pouvez pas vous dire mais c'est telle marque, c'est bon, je peux y aller. Non, c'est pas toujours vrai. Il peut y avoir d'excellents produits comme d'autres produits qui sont beaucoup moins bons. Bon, alors votre livre recense des produits qui sont en vente dans du quotidien, dans les grandes surfaces, dans les grandes surfaces, tout à fait, massivement. Vous, quel est le niveau de confiance que vous avez dans les grandes surfaces pour aller faire vos courses ? On m'avait posé la question il n'y a pas très longtemps, on m'avait demandé est-ce que le supermarché est devenu un facteur de risque je sais pas, parce que quand je vois ça, je me dis finalement c'est dangereux un supermarché. Alors, il faut tout de suite, c'est pas une attaque contre l'industrie agroalimentaire, loin de là. Ce qu'on veut mettre en évidence, c'est qu'on peut tout à fait faire ses courses dans un supermarché, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir faire les bons choix. Et en fait, vous ne pouvez pas dire qu'un aliment industriel est automatiquement mauvais pour la santé. Il y a des aliments industriels qui sont tout à fait bons parce qu'ils sont
simplement transformés et il y a des aliments industriels qui sont à éviter autant que possible parce qu'ils sont dits ultra transformés. C'est pas parce que vous allez en consommer une fois que ça y est, vous allez tomber malade dans la demi-heure. C'est vraiment quand ça devient une consommation régulière. Mais le problème, c'est que c'est très vite une consommation régulière. Aujourd'hui, on estime en France que l'apport quotidien en aliments ultra transformés représente environ 30% de ce qu'on ingère tous les jours. 30%, ça fait beaucoup, c'est moins que les autres pays. Au Canada, c'est 50%, en Australie, c'est 40%, Royaume-Uni, États-Unis, c'est 60%. Mais il faudrait en fait en consommer 2 fois moins, nous. Il faudrait s'approcher des 15%. Donc, on en consomme encore de trop, un petit peu moins en France par rapport aux autres pays, mais le problème, c'est que ça ne fait que s'accentuer. Et le souci, c'est que, bien entendu, bien souvent, on ne s'en rend pas compte. Parce que vous évoquiez la moutarde tout à l'heure. Les aliments ultra transformés, quand on pense soda, on pense hamburger, on pense tout ce qui est malbouffe. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Et c'est tout l'intérêt du livre, c'est que vous avez de la moutarde ultra transformée, vous avez du vinaigre ultra transformé, vous avez des boîtes de pâtes ultra transformées. Enfin, vous avez... Alors, les pasta box. Oui, non, sujet qui fâche, les pasta box. Donc ça, c'est ce qu'on met dans le snacking. Oui. Donc par exemple, à midi, beaucoup de Français vont s'alimenter et font du snacking, ce qu'on appelle du snacking. Ils vont dans des rayons consacrés au snacking. Alors là, c'est la fête. Oui. Les pasta box, par exemple, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est toujours pareil. Ça dépend du type de pasta box. J'en ai pas vu trop des bonnes dans votre livre. Non, il y en a. C'est pas facile. Surtout, regardez, c'est pas compliqué. Allez voir réellement ce qu'il y a dedans. Alors moi, ce qui me désole un petit peu, c'est quand même une pasta box. Faire des pâtes, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc moi, je vais au cabinet tous les jours. Je fais ma gamelle, j'amène ma gamelle au cabinet. Et puis, si j'ai fait des pâtes, je préfère prendre les pâtes que j'ai faites la veille. Au moins, je suis sûr de ce qu'il y a dedans. Regardez ce qu'il y a dans les pasta box. Vous allez voir, il y a non seulement des ingrédients que vous n'auriez pas chez vous, des ingrédients donc qui sont ultra transformés, on vous y ajoute des arômes et je ne sais quoi parce que ça manque de goût. Ce que je trouve assez dingue aussi, c'est le fameux sucre. Le sucre, on vous ajoute du sucre dans les pasta box. Alors je prends toujours l'image à la maison, je leur dis, mais vous imaginez, vous allez cuire vos pâtes, prenez vos pâtes, vous mettez un petit filet d'huile d'olive. Qui sont déjà du sucre. Et juste après, juste avant de servir, hop, j'ai oublié de mettre un petit peu de sucre et vous mettez un petit peu de sucre sur vos pâtes. Donc non, regardez réellement ce qu'il y a dedans. Les pâtes, c'est excellent, ça peut être un très bon aliment. Mieux vaut se diriger vers des pâtes, dans l'idéal, complètes. Si c'est trop dur, à la rigueur, semi-complète. Vous évoquez le côté sucre avec les pâtes, c'est surtout avec les pâtes blanches. C'est tout ce qui va être raffiné, le riz blanc, les pâtes blanches, etc. Mais les pâtes, c'est excellent, mais attention, il faut savoir bien les choisir. Non, là, on est en train de parler des pâtes. Moi, je vous parlais des pasta box. Pasta box. Les pâtes et les pasta box, c'est pas la même chose. Non. Les pâtes qui sont dans les pasta box, il y a des pâtes. Normalement. Et pas toujours, d'ailleurs. Il faut faire attention quand même. Ouais. Mais non, ça l'a pas. Mais je vous dis, c'est tellement simple à faire les pâtes que c'est dommage d'aller gaspiller de l'argent dans des pasta box où bien souvent c'est pas très cher quand même. Les pasta box, on va dire autour de 2 €, vous avez une pasta box. Mais parce qu'on y met aussi des ingrédients. Enfin, pourquoi c'est pas très cher ? Parce qu'on y met aussi des ingrédients de pas très bonne qualité dedans pour masquer les défauts de tout ce qu'on peut vous mettre dedans pour vous donner du goût, etc. Donc non, les pasta box, méfiance. Surtout, ça veut pas dire qu'il faut ne pas en acheter, mais soyez vigilants. Si tous les midis, vous êtes amené à manger une pasta box, regardez, ça peut avoir des incidences sur votre santé. Tout ce qui va être en fait répété, tout ce qui va être tous les jours peut avoir sur le long terme une incidence sur la santé. C'est comme le matin, tous les matins, si vous prenez du pain de mie industriel et que vous y mettez une pâte à tartiner ultra transformée et que vous buvez là-dessus un jus d'orange et que vous prenez un yaourt aromatisé, vous avez 100% d'aliments ultra transformés sur le long terme. Ça peut être problématique, sans vous parler en plus du fait qu'à 10h vous allez piquer du nez, donc les gamins à l'école seront moins performants, vous au travail pareil, etc. etc. C'est dans la répétition. Une fois de temps en temps, il n'y a aucun souci. Même si c'est dommage, en fait, comme c'est une fois de temps en temps, je pense par exemple aux gâteaux qu'on met souvent, on va dire oui, mais c'est une fois de temps en temps. Mais en fait, il y a des compositions de gâteaux industriels qui peuvent être tout à fait clean, qui sont pas ultra transformés. Donc autant, même si c'est exceptionnel, se diriger vers des produits qui sont pas ultra transformés, dont on n'a pas des arômes, des exhausteurs de goût et je ne sais quoi. Alors après, si vous prenez l'exemple des gâteaux, c'est souvent des rapports d'histoire d'amour qu'on a avec les marques, parce que ça rappelle des souvenirs.
souvenirs, voilà, ça rappelle des goûts. Alors effectivement, il y a des gâteaux dont on sait qu'ils ont une meilleure composition, mais ils n'ont pas le petit goût du granola. Enfin, je prends le granola ou le pépito, tout ça. Mais en fait, on peut être attaché à des goûts très particuliers. Hein. La mémoire... Et vous avez mis le doigt exactement sur l'amour de la marque et de ce que nous envoie. Et effectivement, il va y avoir des aliments un peu doudous qu'on a eu dans notre enfance qui nous rappellent telle ou telle chose et dont on va avoir du mal à se défaire. Et c'est justement, c'est hyper intéressant quand on prend un peu de recul et de se dire mais à quel point le fait de consommer ce type d'aliments ravive certaines choses ou autres et qu'on ait du mal à s'en passer et passer à autre chose. Et c'est ça qui est très intéressant avec l'ultra-transformation. Il faut bien imaginer que ces aliments qui sont créés de toutes pièces par l'industrie agroalimentaire, on ne va pas vous fabriquer un produit que vous n'allez pas aimer. On va vous fabriquer un produit qui va vous donner envie d'en consommer. On va prendre plusieurs personnes à qui on va faire tester différentes formulations pour dire c'est celle-ci qu'on va commercialiser parce que c'est celle que préfèrent les gens. On ne vous sort pas un produit de nulle part. Donc, on me dit souvent, ah bah oui, mais c'est bon. Bien sûr que c'est bon. Encore heureux, les mecs, ils ont investi au goût. Mais oui, au goût, exactement. Et bien, encore heureux, ils ont investi des millions là-dedans pour que justement ce produit-là, et puis sans compter le marketing, tout ce qu'il y a autour. Et effectivement, on va être attaché à une marque, on va être attaché au type de produit, mais on est capable aussi de se faire plaisir différemment en trouvant un moyen. C'est le sucre, le gras, le sel, tout ça qui fait. Il y a moyen de faire des gâteaux maison avec lesquels vous allez prendre un super plaisir aussi. Donc il ne faut pas non plus, ça je me bats aussi pour ça, ne pas associer le plaisir de l'alimentation uniquement à ces produits ultra transformés. Alors, puisqu'on parlait des produits du snacking et que ça concerne beaucoup de personnes qui travaillent en extérieur, qui n'ont pas comme vous le temps d'apporter leur gamelle et ou de la conserver. Ou de la conserver, et donc qui vont aux produits snacking de la grande surface qui est à côté ou de la moyenne surface, la petite salade. Oui. Alors souvent la petite salade, elle est faite par des grands groupes industriels, faut le savoir. Hein. Comment est-ce qu'on choisit sa petite salade ? Eh ben c'est la même chose. Vous avez du très bon et vous avez du moins bon. Alors c'est peut-être intéressant. Une petite salade de betterave, c'est. Ouais. Mais on peut pas faire une généralité. C'est tout l'intérêt. Nous, comment est-ce qu'on a fonctionné pour le livre ? Qu'est-ce qu'on s'est dit ? En fait, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on crée un aliment ultra transformé. Un des moyens de créer un aliment ultra transformé, c'est d'y ajouter des ingrédients ultra transformés. Et globalement, vous avez deux types d'ingrédients ultra transformés. Vous avez les ingrédients économiques et les ingrédients dits cosmétiques. Alors, on explique économique. Pourquoi on les appelle économiques ? Les ingrédients économiques, ce sont les ingrédients qui sont dits issus du cracking. Le cracking, c'est quoi ? C'est on va fractionner à l'extrême un aliment brut pour en extraire des ingrédients ultra transformés. Ne me regardez pas avec des grands yeux comme ça, Philippe, je vous explique. Vous prenez un grain de blé. Du grain de blé, vous en faites de l'amidon. Vous en faites de la farine, pardon. De la farine, vous en faites de l'amidon. Mais vous ne vous arrêtez pas là. De l'amidon, vous pouvez en faire de la maltodextrine, du sirop de glucose-fructose, du dextrose, etc. Ça, ce sont des ingrédients ultra transformés qui sont dits économiques parce qu'ils sont très pratiques pour l'industrie agroalimentaire et pas chers. Et qu'on peut les recycler, les utiliser dans plein de préparations. Exactement. Et donc ça, nous, dans le livre, on les a appelés les agents économiques. Le deuxième type, ce sont les ingrédients dits cosmétiques. Ces ingrédients dits cosmétiques, les gens connaissent le terme cosmétique. Le matin, pour avoir meilleure mine, pour sentir bon, on peut utiliser des cosmétiques. Et bien l'industriel peut faire la même chose pour qu'un aliment ait une meilleure couleur et une meilleure odeur et un meilleur goût. Et ben il peut utiliser des ingrédients dits cosmétiques. Et par exemple, il va utiliser des colorants pour que votre aliment ait meilleure mine, pour flatter vos yeux. Il va utiliser des arômes pour flatter votre odorat. Il va utiliser des texturants et des exhausteurs de goût pour stimuler vos papilles, etc. Le but est simple, soit masquer certains défauts, soit en fait embellir certains produits pour vous donner envie d'en consommer. C'est ce qu'on appelle les ingrédients cosmétiques. Nous, dans le livre, on les a appelés les agents cosmétiques et nous parlons donc d'agents cosmétiques et économiques, les ACE. On en reparlera. Parce qu'on les compte, les nombres d'ACE. Exactement. Le bon choix au supermarché chez Thierry Soucard, c'est le livre que mon invité ce matin a dirigé. Le docteur Pascal Goncalves est avec nous, alias Dr Food. Je vous ai fait bosser ce matin. Je me disais, ça fait longtemps que je n'avais pas acheté le journal Le Parisien, mais j'ai été interloqué par une publicité.
d'une chaîne de grande surface qui disait aujourd'hui nous avons déjà exclu 112 substances controversées de plus de 5000 de nos produits, et donc ils argumentent en disant vous ne trouverez pas de dioxyde de silicium dans la recette de notre velouté de tomates, ni de glutamate monosodique dans celle de nos bouillons de légumes et de volaille, et aucune trace d'acide carminique dans nos biscuits. Quand vous, alors je vous ai montré la page, vous avez étudié, vous avez passé dans votre petit ordinateur. Quand vous voyez ce genre de pub, est-ce que c'est de nature à vous rassurer en disant c'est bien, là on peut y aller les yeux fermés? C'est ce qu'on appelle de la publicité et du marketing, et c'est quand on me dit mais comment je fais pour repérer ces aliments ultra transformés ou ceux qui sont pas forcément bons pour la santé. Une chose doit vous alerter déjà, c'est le marketing. Et parmi le marketing, il y a deux choses, les allégations nutritionnelles ou les allégations santé. Méfiez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une allégation ? Une allégation nutritionnelle, quand vous allez avoir dessus, par exemple, riche en calcium, pauvre en sucre, riche en vitamines, etc. Méfiez-vous. Bon pour le cœur, pour les allégations santé, fait baisser le cholestérol. Méfiez-vous, c'est bizarre. Ça se saurait. Si un aliment pouvait vous éviter l'infarctus, on serait au courant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on vous amène sur ce genre de choses, très bien qu'ils excluent je ne sais quel marqueur ultra transformé et ingrédients. Les mots font peur. Oui, les mots font peur. Très bien qu'on les mette plus, mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que ce produit-là devient un produit sain. Parce que quand vous m'avez, là, sur cette pub-là, je me suis amusé à regarder ce qu'il y avait justement. J'ai checké ce qu'il y avait dans le velouté, parce qu'effectivement, il n'y a pas de je ne sais quel... Alors, dans le velouté, il n'y a pas de dioxyde de silicium. Bon, comme ça, on est rassuré. Par contre, vous avez quand même de l'amidon de maïs, ça c'est une chose. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez du sucre. Voilà. Moi, quand je fais un velouté à la maison, c'est pareil que pour les pasta box, je n'ajoute pas de sucre. Donc, méfiez-vous. Et là, le sucre... Là, attendez, parce que tout le monde s'arrête au sucre, mais moi, je vous invite à regarder la quantité de sel qu'il y a dans ce genre de produit. C'est impressionnant. Oui, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le gras, le sel, le sucre, c'est des exhausteurs de goût qui coûtent pas cher, et ça permet de donner tout de suite beaucoup de goût. Donc c'est pour ça qu'on y ajoute du sucre dedans, parce que le reste est peut-être discutable. Mais en tout cas, s'il y a une information à tenir, parce que ils font ça, mais ils sont pas les seuls. Attends, là c'est une pleine page. Oui, donc, je sais. Au-delà de la communication, c'est ce qu'on appelle un engagement. Oui. Moi j'appelle ça un engagement, c'est-à-dire notre enseigne s'engage à vous faire manger sain. Non, mais moi c'est ce qu'on aimerait suivre. C'est pas ce qu'ils disent, mais photo réalisée sans substance controversée. C'est ça que moi je comprends. Oui, c'est vrai. Oui, mais là, c'est un engagement. C'est-à-dire que Mais c'est le gros. Ça doit. S'il y a un message à retenir aujourd'hui, c'est le marketing. On se méfie du marketing. On ne fait pas ses courses par la face avant d'un paquet. Il faut regarder ce qu'il y a derrière, et notamment la liste des ingrédients. Quand on vous met un emballage très coloré, qu'on vous promet Monts et Merveilles, qu'on vous met une mascotte ou une célébrité à la face avant du produit. Méfiez-vous. Moi, j'ai rarement vu une célébrité sur une pomme ou une tomate en train allez-y, mangez-moi. Donc, méfiez-vous de ça. Tout ce qui va mettre en avant un produit à travers plein d'arguments marketing, ça doit vous interpeller. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément ultra transformé, mais quand même, il y a souvent un grand risque. En résumé, qu'est-ce qui fait qu'un produit est bon ou pas ? Et quand je dis bon, c'est bon pour la santé. Oui. Alors, un produit, ce que je disais tout à l'heure, un produit à lui tout seul, le super aliment n'existe pas. Un produit à lui tout seul ne vous fera pas rester en bonne santé. Ce qui compte, c'est le modèle alimentaire global. C'est l'ensemble des nutriments, l'ensemble des aliments que vous allez manger au quotidien. Parce qu'en fait, les aliments apportent plein de choses différentes, de vitamines, de nutriments différents, tous à ses propres caractéristiques. Et c'est l'ensemble de ces aliments qui vont agir entre eux pour protéger votre santé. Et quand on parle de modèle alimentaire, vous demandez à un médecin, il vous répondra le régime méditerranéen. Mais attention, le régime méditerranéen traditionnel, c'est-à-dire plus de produits végétaux, moins de produits animaux, manger très varié, c'est manger de tout, et manger de vrais aliments, éviter autant que possible les aliments ultra transformés. Ça, c'est le modèle alimentaire global qu'on devrait avoir. Et cette notion d'ultra-transformation et cette notion de manger vrai, elle est relativement récente, et ça doit être
votre priorité. S'assurer que ce que vous mangez n'est pas un aliment ultra transformé. Alors, il y a une échelle, l'échelle Nova. Oui, ça c'est la classification Nova qui a été mise en évidence par des chercheurs brésiliens il y a quelques années, qui classait 4 groupes, Nova 1, 2, 3, 4. Nova 1, ce sont les aliments bruts ou peu transformés. Vous prenez une pomme, un légume que vous prenez dans la nature, c'est du groupe Nova 1. Le groupe Nova 2, il est un petit peu à part, ce sont tous les ingrédients culinaires. L'huile, le sel, le vinaigre, etc. Le groupe Nova 3, ce sont les aliments dits simplement transformés, un vrai pain de fabrication artisanale, un vrai fromage de façon artisanale. En général, il y a entre 2 et 4 ingrédients, pas plus, et c'est quelque chose que vous pourriez faire chez vous à la maison. Et le 4e groupe, lui, ce sont les groupes dits des aliments ultra transformés. Là, ce sont souvent des aliments que vous n'auriez pas dans votre cuisine et qui peuvent être, qui sont très discutables. C'est ceux qu'on évoque depuis le début. Et donc, pour les... En fait, moi, quand je dis ça, on me dit j'arrête le Nova 4, mais en fait, la famille Nova 4 est très très grande. Il suffit que vous ajoutiez un arôme fraise dans votre yaourt, et ben ça y est, ça bascule tout de suite dans un aliment ultra transformé. Donc il faut... C'est arôme, c'est ça qu'il faut retenir. C'est le mot arôme. Et pourtant... C'est qu'on a vu tout à l'heure sur la pub, c'était quoi? C'était arôme fruité ou je sais pas quoi? Il faut saveur. Saveur, c'est pareil. Voilà. Saveur et arôme, c'est louche. Oui, il faut se méfier. En général, y a pas, quand on vous met arôme fraise ou saveur fraise, ça n'a jamais vu une fraise. Il n'y a pas du tout de fraise dedans. La seule chose de fiable, quand vous voulez choisir un produit emballé, bien sûr, parce que pour aller manger, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire qu'une pomme, une poire, un poireau, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. C'est quand les produits sont emballés que ça peut poser question. Là, la seule chose qui doit être regardée, c'est la liste des ingrédients. Et il y a 2 choses à savoir dans la liste d'ingrédients. Plus elle est longue, plus on est à risque d'être devant un aliment ultra transformé. Les études ont estimé qu'avec plus de 5 ingrédients dans une liste d'ingrédients, vous avez plus de 75% de risque d'être devant un aliment ultra transformé. Donc juste en comptant, si vous avez plus de 5 ingrédients, 3 fois sur 4, c'est un aliment ultra transformé, donc méfiez-vous. Il y a l'ordre aussi des ingrédients qui est très important. Le premier ingrédient qui apparaît sur la liste des ingrédients, c'est l'ingrédient principal de ce produit. Donc méfiez-vous, il faut bien que le produit que vous achetez, ça soit bien le premier ingrédient de la liste d'ingrédients. Et la deuxième chose... En quantité, c'est ça. En quantité, c'est celui qui est le plus représenté. Oui, c'est par ordre décroissant. Donc je prends souvent l'exemple du chocolat en poudre qu'on veut donner à nos gamins le matin. Il y en a plein qui me disent, je prends du chocolat, et puis ils vont regarder, le premier ingrédient, c'est pas chocolat. C'est du sucre. C'est sucre, ou c'est maltodextrine, ou c'est sirop de glucose, etc. Donc bien, et c'est pareil pour aller prendre une boîte de... Vous voulez prendre une boîte de haricots en conserve, c'est possible. Il y en a qui sont de bonne composition, d'autres un peu moins. Le premier ingrédient, ça doit être haricots et pas autre chose. Mais alors, si on prend l'exemple du chocolat en poudre, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux et celles qui nous écoutent? Alors, aujourd'hui, on trouve facilement du 100% cacao. Ne regardez pas comme ça. Non, je dis pas ça parce que j'ai envie de dire Berk. Non, voilà. Alors c'est sûr que si vous mettez la même quantité de votre chocolat en poudre du matin que vous prenez actuellement, qui va être plus à base de sucre, et que vous décidez de mettre la même cuillère de 100% cacao, effectivement, ça risque d'être un petit peu brutal au début parce que vous allez avoir un goût amer. Ce qu'il faut surtout, c'est en mettre un tout petit peu et s'y habituer dès qu'on est gamin. Moi, mes gamins, j'ai une de mes filles qui prend ça le matin, c'est une toute petite partie de 100% cacao avec son lait, et à aucun moment elle m'a fait berk. Au contraire, maintenant quand elle vous a pas signalé au 119. Non, pas encore. Et au contraire, quand elle prend maintenant d'autres chocolats ou autres, elle trouve le goût différent parce que c'est une question d'habitude. Voilà, exactement. Ouais. Et donc ça, vraiment, pour repérer, on parlait de la liste des ingrédients qui est vraiment le facteur important. Soit vous comptez le nombre d'ingrédients, soit vous vous intéressez à la qualité des ingrédients et aux fameux ACE que j'ai évoqués tout à l'heure. Plus vous allez avoir d'ACE dans un produit, plus ce produit va être ultra transformé, et dès qu'il y a un de ces agents cosmétiques et économiques, vous êtes devant un produit ultra transformé. Donc ça, à limiter autant que possible. Et puis après, si vraiment ce produit-là vous l'aimez, mieux vaut dans le moins pire, j'ai envie de dire, mieux vaut un produit avec un seul ingrédient ultra transformé qui va être un arôme fraise que 5 ou 6 ingrédients ultra transformés derrière avec des édulcorants, etc., etc. Dans le pire des cas. Mais si on parle du yaourt, vous pouvez très bien avoir un yaourt nature, une vraie confiture maison, et c'est excellent, il n'y a pas de souci, vous en mettez un tout petit peu. La confiture, c'est maison. Si vous prenez de la confiture... Pareil, dans le commerce, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que dans le commerce, c'est la même chose. Vous pouvez avoir
sans faire votre propre confiture vous-même, vous avez des confitures dans le commerce qui sont riches en fruits, qui sont sans pectine, qui sont tout à fait correctes, qui sont simplement transformées. Mais vous avez aussi beaucoup de confitures qui sont ultra transformées. Toujours pareil, on lit la liste des ingrédients et on regarde s'il y a des ACE, des ingrédients ultra transformés. Alors, en France, nous, on a un indicateur, c'est le Nutri-Score. Oui. Elle est là la question ? Non, attendez. Alors, pourquoi on se réfère à ce Nutri-Score et pourquoi finalement ce Nutri-Score n'est pas forcément révélateur de la qualité nutritionnelle d'un aliment ? Eh bien, écoutez Philippe, pendant des années, médecins et scientifiques, on a probablement fait une grosse erreur. C'est qu'on a abordé uniquement l'alimentation en se focalisant sur les nutriments et les calories. Et pourquoi on a fait une erreur ? On a oublié qu'un aliment, en fait, ça avait 2 caractéristiques. Bien sûr, sa composition nutritionnelle, mais aussi son degré de transformation. C'est-à-dire ce qu'on évoquait depuis le début. Si un aliment est brut, simplement transformé ou ultra transformé. Pourquoi c'est très important ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à composition nutritionnelle identique, à quantité de calories aussi identique, en fonction du degré de transformation, eh bien, un aliment n'avait pas les mêmes répercussions sur la santé qu'un autre aliment en fonction de s'il était brut, simplement transformé ou ultra transformé. Exemple. Le plus vieil exemple qu'on a, c'est l'expérience qui a été faite autour de la pomme. À des participants, on a fait manger une vraie pomme entière, puis on leur a fait manger une compote, puis on leur a fait boire un jus de pomme. Toujours à la base de la même pomme. Hein. Les trois et sont faits à partir de pommes, donc de composition nutritionnelle voisine. En revanche, le degré de transformation n'est pas le même. Quand vous allez manger une vraie pomme, vous allez avoir besoin de mastiquer. Une compote, il restera encore un petit peu de fibre, mais il faudra avoir moins besoin de mastiquer. Un jus de pomme, il n'y aura pas du tout besoin de le mastiquer et vous allez l'ingurgiter directement. Et on s'est rendu compte de quoi ? Que les répercussions sur notamment le taux d'insuline étaient complètement différents. Votre taux d'insuline et donc le fameux index glycémique dont on parle beaucoup, quand on mange une pomme, le taux d'insuline monte doucement. Quand vous mangez une compote, il monte un petit peu plus vite et un petit peu plus rapidement. Et quand vous prenez un jus de pomme, il augmente beaucoup plus et beaucoup plus vite. Pourtant, on n'a rien rajouté. On n'a pas rajouté d'édulcorant, on n'a pas rajouté de sucre. C'est la même chose. Oui. Donc là, quand vous parlez de transformation, on ne parle pas forcément d'ultra-transformation. Il est bon, bravo Philippe. Mais oui, non, exactement. Mais oui, c'est ça. C'est que là, c'est la transformation du produit. En transformant simplement en produit, on voit déjà que les répercussions sur l'organisme ne sont pas les mêmes. Maintenant, imaginez qu'on pousse le processus à l'extrême, qu'on ultra-transforme complètement, qu'on explose complètement les produits pour faire un soda à base de pommes ou autre. Là, ça va être encore pire. Plus vous allez dégrader en fait l'aliment brut initial, comme j'expliquais tout à l'heure aussi avec le grain de blé, qu'on fait de la farine, de l'amidon, du glucose, fructose, etc. Plus vous allez dégrader l'aliment brut, plus vous allez avoir un risque pour la santé, et plus c'est pour ça je le dis souvent, un fruit, ça ne se boit pas. Un fruit, ça se mange. Si vous voulez savoir ce que vous pouvez boire, c'est très simple. Posez-vous la question, qu'est-ce que la nature nous offre spontanément à boire ? Il y a 2 choses. Attendez, on va revenir après. On va poser cette question, on y reviendra après la pub, parce que la boisson, ça peut être ultra transformé. Aussi, et l'eau aussi. C'est le best-seller qui change vos courses. Déjà 1 million de lecteurs. C'est de la pub, ça, quand même. Alors là, on n'est pas mieux que ce leader de grande surface qui a fait sa pub, qui a acheté la pleine page du Parisien aujourd'hui. C'est dur, Philippe, c'est la 6e édition et ça se vend bien, ça se lit bien. Ça se lit super bien. Ça s'appelle Le Bon Choix au Supermarché chez Thierry Soucard. Docteur Pascal Goncalves, c'est notre invité. On a dit qu'on allait parler de l'eau, mais on va faire un petit passage par le rayon salade. Qu'est-ce qu'on peut dire des salades ? Tiens, alors... un petit tabou. On l'a évoqué tout à l'heure, et le taboulé, ça fait partie. À midi, c'est un truc qui se mange. Au rayon snacking, effectivement. Là, typiquement, on en a 2. On a 2 extrêmes. On a un de chez Bonduel qui est riche en légumes, qui a 0 ACE, 0 ingrédients ultra transformés, donc qui est de composition plutôt correcte, avec une teneur en sel qui est tout à fait acceptable. Donc, pas mal. Mais vous avez aussi, de l'autre côté, beaucoup moins bien, on a d'une certaine marque, des pâtes perlées au chorizo. Là, pour le coup, c'est pas la même. On a, tenez-vous bien, 12
ACE, ça veut dire 12 agents cosmétiques et économiques, 12 ingrédients ultra transformés, parmi du dextrose de blé, du sirop de glucose, des émulsifiants, des épaississants, des arômes, des nitrites de sodium, etc. etc. C'est micro-ondable, j'imagine, tout ça. Ouais. On peut pas dire, et c'est tout l'intérêt du bouquin, on peut pas dire non, ça c'est emballé, c'est pas bon. Non, l'industriel, je le répète, est capable de faire du bon, mais capable aussi de faire du beaucoup moins bon. Il faut savoir choisir. Ouais, à noter que vous avez parlé d'un taboulet, mais il y en a d'autres dans le livre qui n'ont pas ces scores-là. Oui. Est-ce que c'est le prix qui fait de l'aliment, on va dire, un bon ou mauvais aliment? On n'a pas regardé cette composante prix dans nos choix. On a classé vraiment. De ce que vous constatez, est-ce que moins c'est cher, plus c'est ultra transformé ou pas? Non, on peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça. On a certaines études qui estiment, mais qui prennent le problème pas dans le bon sens. En fait, on a essayé de voir en termes de calories une calorie ultra transformée, combien ça coûte, et une calorie d'un produit sain, combien ça coûte. Et là, si vous regardez ça, on a estimé, c'est une étude de Belge de mémoire, où on a estimé que 100 kilocalories d'un aliment ultra transformé, ça coûtait 55 centimes d'euros. 100 kilocalories d'un aliment sain, c'était 1,29 €. Donc les gens ont sauté dessus en disant voilà, je te l'avais dit, ça coûte 2 fois plus cher de bien manger. Non, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes les calories ne se valent pas. On ne peut pas comparer une calorie d'un aliment ultra transformé à une calorie d'un aliment sain. Si je prends 100 kilocalories d'un aliment ultra transformé et qu'à côté je prends 100 kilocalories d'une pomme, au bout de 2 heures, avec 100 kilocalories d'aliments ultra transformés, j'aurai encore faim. Avec une pomme, c'est pas le cas. Pareil, si je prends sur les féculents, etc. Les féculents, ce sont des calories très bon marché, qui coûtent pas cher, donc ça peut apporter de l'énergie, etc. Donc il faut pas s'arrêter à ça, il faut pas se focaliser, ce que j'évoquais tout à l'heure, uniquement sur les calories. Et plus que de l'argent, en fait, l'investissement important qu'il y a quand on veut mieux manger, c'est un investissement en termes de temps. C'est-à-dire que pour bien manger, il faut cuisiner. Pour bien manger, il faut aller faire les courses. Pour bien manger, il faut apprendre à bien manger. Il faut apprendre à savoir cuisiner, etc., etc. Et tout ça, ça prend du temps. Mais plus qu'un investissement financier, un investissement économique, c'est un investissement en termes de temps qu'il faut. Mais après, alors que les gens qui vont faire du snacking, ils vous répondront, pas le temps, faut manger 20 minutes pour manger, voilà, j'ai un budget qui est pas énorme, donc voilà. D'où l'importance de l'éducation à l'alimentation à l'école, d'où l'importance que les gens sachent quoi faire. Quand j'achète 1 kilo de carottes, ça coûte pas cher, mais comment je vais faire une vinaigrette, quand je vois encore, on peut parler des vinaigrettes, que des gens achètent des vinaigrettes en bouteille, toutes faites. Toutes préparées, à base d'eau et de sucre. Et puis d'ingrédients ultra transformés, c'est tout bête à faire une vinaigrette. Si ça vous embête, que vous n'avez pas envie de la refaire tous les jours, vous la faites le dimanche, vous mettez ça dans une bouteille, vous la mettez au frais toute la semaine, et il n'y a pas de souci, vous avez une vraie vinaigrette, vous savez ce qu'il y a dedans, etc. Enfin, ça va être de l'organisation, de savoir, moi aujourd'hui c'est fini, je ne cuis plus un demi-paquet de pâtes, je cuis un paquet de pâtes, voire même 2 maintenant avec les gamins. Et vous faites du batch cooking. Exactement, et le lendemain, hop, ça me resserre, je refais une salade de pâtes froides, etc. Mais tout ça, c'est de l'organisation, et c'est aussi d'acquérir toutes les compétences pour savoir le faire. Donc, et ça, c'est pas donné aussi à tout le monde. Donc, plus qu'un investissement, faut pas se freiner juste à dire ça coûte trop cher. Si on est bien organisé, non, ça coûtera pas forcément plus cher de bien manger. On reste au supermarché, on parle des eaux. Donc l'eau, ça peut être ultra transformée. Oui, alors l'eau, c'est paradoxal quand même. Oui, alors c'est surtout, on évoquait tout à l'heure les arômes, les saveurs, etc. L'eau, c'est de l'eau, point. Avant la petite pause, je vous disais, posez-vous la question, qu'est-ce que vous offre naturellement la nature à boire ? C'est 2 choses, de l'eau et du lait. Point. Tout le reste, c'est potentiellement des boissons qui vont être ultra transformées. Donc, grosse méfiance. C'est-à-dire qu'une eau au citron ou à la menthe. C'est arôme citron. On vous ajoutez un arôme dedans et je ne sais quoi. Et souvent, il y a d'autres choses. Alors, méfiez-vous d'autant plus. C'est peut-être l'occasion de parler de toutes ces boissons zéro qu'on vous met, les 0 calories, etc. Méfiez-vous, allez voir. Certaines se retrouvent avec des édulcorants qui sont très controversés. L'acésulfame-K, l'aspartame, etc. Donc méfiez-vous, le côté je vais plutôt aller vers un soda light parce que je veux le soda normal, je sais que c'est pas bon. Non, faux débat, faux choix, ni l'un ni l'autre. Tout ça, ou alors quitte à en boire un ou t'en boire un vrai. À la rigueur. Mais en fait,
Sur les boissons, moi c'est la question quand je suis au cabinet, et avant de m'intéresser à ce que les gens mangent, parce que c'est très difficile d'avoir rapidement une vision globale de leur alimentation, je leur pose la question, je leur dis qu'est-ce que vous buvez en mangeant? Je commence par ça. Déjà, si on ne me répond pas de l'eau, déjà c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Savoir pourquoi est-ce que si je suis obligé de boire un soda en mangeant, une eau aromatisée en mangeant, etc. Parce que j'aime pas le goût de l'eau. Voilà. Donc, souvent les gens vous disent je ne bois pas d'eau parce que j'aime pas le goût de l'eau. Eh bien il y a un problème. Il faut trouver autre chose pour se débrouiller. Rapprochez-vous d'un diététicien pour vous aider dans vos choix, pour savoir qu'est-ce qui pourrait faire que... Mais vous pouvez... Ce n'est pas possible. On ne peut pas manger avec autre chose que de l'eau à table. Ce n'est pas possible. Comment vous contournez, vous, ce fait que les gens trouvent que c'est ennuyeux, l'eau? Oui, mais alors, c'est pas le côté ennuyeux. C'est pas le côté ennuyeux. Je sais pas si c'est vraiment le côté ennuyeux de l'eau ou si c'est cette habitude, ce que vous disiez tout à l'heure, à se dire j'ai toujours été habitué à ça, parce que là on se dit ça, mais je peux avoir des patients de 35, de 40 ans, de 45 ans, et en fait peut-être que quand ils étaient petits déjà à 5 ans à table, ils buvaient ce type de boisson-là. Donc effectivement, d'avoir cette transition-là, ça paraît, oui, j'aime pas l'eau parce qu'en fait j'ai jamais été habitué au goût de l'eau, et effectivement ça peut poser problème. Et là l'intérêt c'est de creuser aussi, de se faire accompagner par un diététicien pour savoir, mais de vouloir modifier son alimentation alors que déjà à la base, je bois autre chose que de l'eau, j'arrive pas à me passer de mon soda ou autre. Je le répète, occasionnellement, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui quand même mangent avec une grenadine, mangent avec un sirop à l'eau autre, mangent avec un soda light, et le pire, ce que je veux surtout pas, c'est que les gens aient l'impression de se dire c'est bon, c'est du 0 calories, c'est du 0%, c'est comme si c'était de l'eau, pas de souci. Non, alors là c'est absolument pas vrai, et ne vous faites pas avoir par le marketing, parce que là vous achetez des produits en plus, et puis après qu'on vienne pas nous dire j'ai plus suffisamment assez d'argent pour acheter des produits sains à côté, parce que ça, l'eau vous en avez au robinet, elle est suffisamment contrôlée maintenant. Voilà, et même si en plus c'est un vrai sujet, c'est pour ça que j'ai souri en disant c'est un vrai sujet. On se lance pas là-dessus, mais voilà, enfin clairement ne vous faites pas avoir par ce marketing zéro, c'est pas sain. Bien, le coup de génie marketing de la décennie, c'est le skir. Shkun le skir. Ça vaut de l'or, hein. Ça coûte oui. le prix de l'or. Et alors, il y en a partout, hein. Vous regardez comment de plus en plus, comment le rayon skir grandit dans les grandes surfaces. C'est quoi le coup de génie du skir, finalement? C'est le marketing. C'est le marketing, ça suit s'appuyer sur tout ce qu'on a et sur les protéines. C'est ce qu'on met... C'est ça, c'est-à-dire, voilà, c'est riche en protéines. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On aborde un aliment en nous focalisant sur un nutriment, en disant il y a des protéines. Et comme on entend, il faut des protéines, etc. Donc, on vous le vend comme un aliment riche en protéines. Et nous, c'est ce qu'on met dans notre livre, un petit peu pour sensibiliser, en intitulant le skir, autant de protéines qu'un petit Suisse, mais 2 fois plus cher. Donc vous payez le marketing. Il faut vraiment aller regarder, c'est pas du skir. Il y en a, oui, c'est un très bon aliment, mais méfiez-vous. C'est-à-dire au kilo. Oui, et puis et des fois c'est même pas, c'est du skir ultra transformé qu'on vous vend. Donc méfiez-vous quand même. Ne vous arrêtez pas à la belle couverture, le beau dessin, le mot skir marqué en gros. Non. Allez réellement voir la liste des ingrédients, allez voir ce qu'il y a dedans, et ne vous arrêtez pas à, oui, il y a des protéines, mais il y a des protéines, il y en a dans plein d'autres aliments. Et surtout, pareil... Si on mange du fromage blanc, c'est peut-être la même chose, non? Oui, après, c'est toujours... Ce qui compte, c'est la variété. C'est de varier son alimentation, de manger de tout. Ça vous protégera pas de quoi que ce soit, de manger un pot de skir en entier en disant c'est bon, c'est riche en protéines. Dans la série des produits ultra transformés, on a vu apparaître ces fameuses boissons ultra protéinées. Oui. Alors là, c'est pareil. Pareil, marketing. Vous voyez l'élargissement des rayons. Marketing, pareil. Ça, c'est encore pire. Allez voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'en plus, c'est du sucre. C'est du sucre. Il y a souvent, tout sucre. Alors, on dit c'est du sucre, mais en fait, il y a le sucre et tous les noms déguisés. Quand j'évoquais tout à l'heure la maltodextrine, le sirop de glucose fructose, le dextrose, tout ça, ce sont les petits noms du sucre. Donc, on pourra même certaines fois vous mettre sans sucre, mais en fait, à côté, il y a tous ces autres ingrédients qui sont ultra transformés, qui sont parfois pires que le sucre. Et pareil pour les édulcorants. Donc, non, toutes ces boissons hyper protéinées et tout, méfiance.
Est-ce qu'on peut acheter des boîtes de poissons, de thon par exemple, de maquereaux, de sardines, les yeux fermés, puisque finalement, a priori, il n'y a pas d'ultra transformation dans ces produits-là? Eh bien si, pareil que tout le reste. Vous avez des conserves, par exemple, les sardines, super en conserve, super aliment. Mais vous devez avoir maximum 3 ingrédients, dont le premier sera sardine, huile d'olive vierge extra et un petit peu de sel. Point. C'est les seuls ingrédients dont vous avez besoin dans une vraie conserve. Méfiez-vous du sardine à la provençale, sardine, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Au piment d'Espelette, voilà, ça marche ou pas? Moutarde, je sais pas quoi, enfin, etc., etc. Tout ça, méfiez-vous parce que là, on se retrouve devant des conserves qui sont ultra transformées parce qu'on a souvent des épaississants, des arômes, etc. Donc, le plus nature possible. La sardine en boîte, ça peut être excellent. En général, on conseille une fois par semaine. On alterne poisson maigre, poisson gras. Donc, on concerne une fois par semaine et un autre poisson l'autre fois par semaine. Mais les conserves de sardines, super, mais il faut bien savoir les choisir. Pareil pour le maquereau, pareil pour tout le reste. Oui, parce qu'on croit bien faire en prenant une boîte de sardines, mais attention, si ce sont des sardines à la tomate... Oui, méfiez-vous, le plus nature possible, il faut que ce soit huile d'olive vierge extra et le sel, point. Alors, la suite est dans votre livre que vous pouvez remontrer à la caméra. La nouvelle édition 2025 vient de sortir, Le Bon Choix au supermarché chez Thierry Soucard. Voilà. Ça y est, encore Non, j'avais pas vu si vous l'avez montré. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Philippe, pour votre accueil. Vous réécouterez l'émission en podcast et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.